bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, dans l'Anti-Sèche d'Amal Laoui, qui nous raconte comment les programmes scolaires résonnent dans l'actualité, on va reparler d'Anne Frank et cette fois de la notion de source en histoire. À l'heure de la récré, un scoop, on va répondre à la question « Comment les hommes et les femmes sont-ils arrivés sur Terre ?» Surtout restez avec nous. La chronique du lundi, c'est le dress code d'Anne Tourneux. Elle va vous donner plein de conseils sur les tutos qui aident à se créer un style. Et puis pour nous accompagner pendant toute cette émission, Florence Rizzo, bonjour. Bonjour. Le grand oral, le thème, lutter contre les inégalités par l'engagement. Florence Rizzo, qui est la cofondatrice et codirectrice de l'association SynLab. Florence, vous êtes aussi lauréate de La France s'engage en 2016, c'était une des premières promos. Vous êtes fellow Ashoka, c'est-à-dire reconnu comme entrepreneur social exemplaire depuis 2017. Et vous êtes aussi, et j'arrête là, une des 22 personnalités du secteur de l'engagement à suivre en 2022, selon le média spécialisé Care News. Vous portez beaucoup de projets dans le domaine de l'éducation, pour les élèves, pour les enseignants, pour les chefs d'établissement. Je voudrais qu'on commence par les élèves, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, avec Bâtisseurs de possibles. Ça a été à l'origine aussi de SynLab, un des premiers projets que vous avez porté, projet qui venait d'Inde. Oui, alors effectivement, en 2012, l'idée c'était de travailler en fait avec une initiative qui a été née en fait à Ahmedabad. Et l'objectif de ce projet, qui s'appelle Design for Change, c'est d'accompagner les enfants à être acteurs de la société, acteurs du changement. Et donc on avait eu envie de le développer en France, donc sous le terme de bâtisseurs de possibles. Oui, parce que le mot design n'est pas à prendre au sens de je fabrique des objets, c'est le design au sens anglo-saxon du terme. De la conception. La conception, de la démarche de conception. Mais avec toujours une idée de prototypage, on fait quelque chose à la fin. Voilà, et les enfants, en fait, dans le dispositif qu'on a créé, ont de l'empathie, se posent des questions sur le monde, 2, inventent des solutions, 3, les mettent en place, et 4, partagent ces solutions. Et l'idée, c'est vraiment qu'on n'est pas trop petit pour changer le monde et qu'on peut le faire dès le plus jeune âge, dès le cœur de la classe. Et donc, assez rapidement, on a voulu déployer ce programme avec des mallettes pédagogiques aux éditions Retz, et puis un accompagnement des enseignants, puisque l'enjeu, c'était vraiment qu'eux se saisissent de ce dispositif pour accompagner leurs élèves. On va parler évidemment de ce que vous faites pour les enseignants, pour les chefs d'établissement. Restons sur les enfants un tout petit peu. Première étape, identifier un problème. Et c'est dans 75 pays, il y a des dispositifs qui s'apparentent à Design for Change. Identifier un problème, par exemple... Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, évidemment, selon les pays, les problématiques sont extrêmement différentes. Si on prend des problématiques qui ont été traitées dans d'autres pays du monde, ça va être des choses parfois assez lourdes. Le mariage forcé en Afrique, des jeunes filles, ça peut être des problématiques, par exemple, d'illettrisme de leurs parents. Et donc, ils avaient inventé des solutions pour créer, en fait, de l'école inversée, c'est-à-dire qu'eux étaient enseignés et ils partageaient leur savoir à l'école avec leurs parents. En France, on est sur des problématiques... évidemment différentes. Donc, je me souviens de projets sur, par exemple, l'environnement, les conflits garçons-filles dans la cour de l'école, les questions d'enfance en danger aussi. Ils étaient assez sensibles, en fait, à un petit copain dans leur classe qui était, en fait, de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ils ont créé un projet pour que l'ensemble des enfants de la municipalité connaissent le numéro de l'enfance en danger qui était connu d'aucun d'entre eux. Donc, voilà, ça part de... Il y a quand même des réponses très concrètes à des problématiques qui sont les leurs, voilà. Avec l'espoir, bâtisseurs de possibles, qu'ils se rendent compte que l'engagement, ça vaut la peine, finalement. On peut avoir un impact sur ce qui nous environne. C'est prendre le goût de l'engagement dès le plus jeune âge, de se dire que c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut rien faire. Et c'est juste une question d'échelle. Et c'est vrai que l'empathie, c'est vraiment le cœur de la démarche. Il faut leur permettre ils ont beaucoup d'empathie, de se questionner et d'oser partager leurs questions sur le monde. Et ensuite, de se dire, OK, on va inventer des petites choses, même si c'est modeste, même si ça change le périmètre de l'école ou de la municipalité, c'est déjà en fait un périmètre intéressant pour un enfant de cet âge-là. Et ça présente plein de bénéfices directs ou indirects, notamment en termes d'estime de soi. Il y a aussi, vous mesurez le SEP. Moi, quand je vois un cycle, je me dis c'est du vrai, c'est du sérieux. Donc le sentiment d'efficacité personnelle, c'est quoi ? Oui, c'est la croyance qu'on a en sa capacité à faire, en fait. Et ce sentiment-là, c'est Bandura qui l'avait modélisé, un chercheur. Et c'est effectivement un élément assez important, en fait, de la capacité que les individus ont à croire en leur capacité, finalement, à agir. Donc si j'ai vu que j'arrivais à le faire une fois avec mes camarades à l'âge de
7 ans, 10 ans, 15 ans, on peut former l'espoir que plus âgé, je vais conserver ce sentiment et je vais répondre aux grands défis du temps. Il faut continuer à le nourrir, mais c'est vrai que ça donne confiance en sa capacité à faire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça va valoriser des enfants qui, parfois, ne sont pas dans les savoirs scolaires traditionnels. Et ça a beaucoup d'intérêt pour valoriser des personnalités qui sont peut-être un petit peu différentes. Et qui se révèlent à cet endroit-là. Et qui se révèlent là, parce qu'ils vont prendre des initiatives, ils vont réussir à coopérer, ils vont avoir un certain leadership, voilà. Elle se révèle tous les jours dans la quotidienne de School TV. C'est Amal Laoui qui vous présente son anti-sèche. Amal, retour sur un sujet dont on a parlé vendredi. Évidemment, on va en parler un tout petit peu différemment. On parlait de ce livre publié aux Pays-Bas, Qui a trahi Anne Frank, signé Rosemary Sullivan. L'éditeur néerlandais a annoncé la suspension temporaire de l'impression de ce livre. Réponse à des critiques d'ailleurs que vous aviez détaillées sur cette antenne. Réponse à des critiques qui avaient été émises par plusieurs chercheurs à l'encontre de cette enquête qui désigne comme coupable certain un notaire juif ami de la famille d'Anne Frank. Oui, c'est ça, on en a parlé. Donc de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer le travail de Rosemary Sullivan. Plusieurs historiens, des chercheurs contredisent la thèse de la dénonciation d'Anne Frank par ce notaire. Le directeur exécutif de la maison d'Anne Frank, musée consacré à la jeune fille à Amsterdam, a été le premier à réagir. Selon lui, une enquête plus approfondie est nécessaire. Alors ces historiens remettent en cause la méthodologie de l'équipe dans cette enquête menée par un ex-agent du FBI. Alors, ils expliquent comment, notamment, des documents qui ont servi à cette enquête, comme des listes de cachettes juives, n'auraient jamais existé. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actu résonne dans les programmes. Et là, on a une résonance absolument extraordinaire, puisque ça pose la question des sources, question que l'on trouve au cœur du programme d'histoire-géographie. Oui, c'est ça, et ce, dès la fin de l'école primaire, on va apprendre aux élèves à analyser et à comprendre un texte. Alors, on va d'abord définir ce que c'est une source. Lorsque l'on parle de source historique, eh bien, on fait référence à tous les textes, objets ou faits dont on peut tirer une connaissance du passé. Alors, l'étude des documents est au cœur de la pratique quotidienne de la classe en histoire-géographie. Elle est aussi l'une des formes d'évaluation la plus fréquente. On les détaille un peu, ces différentes catégories de sources? Oui, alors il y a les documents archéologiques, comme des armes, des bijoux, des ossements, de la vaisselle par exemple. Il y a les documents écrits avec les journaux, les livres, les documents iconographiques avec des gravures, des portraits, des dessins ou des caricatures. Les documents audiovisuels aussi, c'est important pour les sources audio, les témoignages, donc avec des enregistrements d'interviews par exemple, des reportages ou des documentaires. Et puis il y a une catégorisation fondamentale dans ces sources. On classe ces sources en deux catégories, les sources de première main ou les sources primaires et les sources de seconde main ou secondaires comme on les appelle. Donc une source de première main, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui a été créé au moment de l'événement que l'on veut étudier. Oui, c'est ça. Une page de journal datant de la Seconde Guerre mondiale par exemple est considérée comme une source primaire. Et donc le journal d'Anne Frank est considéré aussi comme une source de première main, c'est un témoignage. C'est ça, vous avez tout compris. Donc une source secondaire, de son côté, c'est un document qui analyse les sources de première main. On retrouve dans cette catégorie, par exemple, les écrits des historiens ou des chercheurs qui analysent ou qui commentent des lettres, des journaux ou encore des œuvres d'art. Alors s'il existe plusieurs types de documents, eh bien on considère les sources écrites comme étant les sources les plus révélatrices du passé. On va aussi initier les élèves à l'historiographie. Vous savez ce que c'est l'historiographie? Je vous fais des petits quiz. Ouh là 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 là, je devine que c'est l'écriture de l'histoire, la façon dont on devient soi-même historien. Oui, c'est ça. On étudie ça au premier cycle universitaire en fac d'histoire. Et là, à l'école, eh bien, avec cette initiation, l'objectif, c'est de faire réfléchir les élèves à la question de l'écriture de l'histoire, des grandes périodes historiques et de quelques grands débats de l'histoire contemporaine. Alors, on attend des professeurs qu'ils donnent à leurs élèves des outils de compréhension de toutes les formes de documents, car se documenter, c'est donc apprendre à observer, s'instruire pour comprendre le monde. Amal, merci beaucoup pour cette anti-sèche. Florence, une réaction, c'est évidemment fondamental, ce travail sur les sources. Est-ce que ça pose ça va nous faire une belle transition pour la suite, puisque vous aidez beaucoup les enseignants. Est-ce que cette évolution des méthodes pédagogiques, c'est quelque chose qui est au cœur de leurs interrogations quotidiennes? Oui, évidemment, et je pense que ces derniers temps, on a traversé en France un certain nombre de crises et qui posent beaucoup de questions pour les enseignants. Évidemment, si je prends l'assassinat de Samuel Paty, la question de l'enseignement du fait religieux et de la laïcité. Et Amal citait les caricatures comme source. Voilà, est au cœur des difficultés. Beaucoup d'enseignants ont même peur aujourd'hui de partager, de parler de ces sujets-là. Et donc, ça fait partie, par exemple, des sujets qu'on va aborder avec êtreprof.fr.
qui est donc une plateforme d'accompagnement des enseignants qui touche aujourd'hui 100 000 enseignants, sachant qu'il y en a 800 000 en France. Être prof, c'est effectivement cette plateforme créée par Florence Rizzo. On en parle pour la suite de notre grand oral. Bâtisseurs de possibles, premier socle de l'aventure SynLab, cette association créée par Florence Rizzo il y a maintenant une dizaine d'années. Et très vite, être prof, c'est-à-dire cette idée que si les enseignants ne sont pas impliqués, au fond, tout ce que vous pouvez raconter et tenter de faire directement vers les élèves, ça ne va pas fonctionner, quoi. Oui, on croit beaucoup dans l'évolution du système d'éducation et dans la capacité des enseignants à porter ces évolutions. Dans les premiers constats à la Fondation, on s'est rendu compte qu'un enfant issu de milieux défavorisés avait 4 fois moins de chances de faire partie des bons élèves, que les enseignants en France sont en moyenne 2 à 4 fois moins formés que dans la moyenne des pays de l'OCDE. On parle en durée, là En durée. Et qu'en qualité, la plupart disent que ça ne répond pas à leurs besoins. Donc on se retrouve avec une situation qui est un peu problématique, sachant que pour les enfants les plus défavorisés, un enseignant peut vraiment avoir une influence déterminante. Il y a eu une méta-analyse d'un chercheur qui s'appelle John Hattie qui montre que l'influence d'un enseignant, c'est à peu près 30% sur la réussite des élèves, 10% c'est son établissement. Méta-analyse, c'est qu'on prend quand on croise en fait plein d'études qui ont été faites dans le monde entier, voilà, sources primaires. Quand on croise les sources, on fabrique une source secondaire avec ça. J'ai bon ? Exactement. Super. Sur Être prof, vous les aidez notamment en leur donnant la parole et avec des tutos. Et c'est amusant parce qu'on reparlera de tutos tout à l'heure dans un autre domaine. On va donner un petit exemple de ce qu'on peut voir sur Être prof. Là, on est en maternelle. Prenez un groupe d'enfants, mettez-le sous pression quelques heures dans une salle de classe, agitez-le quelques minutes dans le couloir et libérez-le dans la cour de récréation. Au moment même où vous avez en main votre mug préféré, celui avec écrit « Être prof », et où vous vous apprêtez à boire la première gorgée de thé, arrivent Léo et Jonas. Jonas, il m'a pris mon vélo. Léo m'a jeté par terre. On l'a tous vécu, et pas qu'une fois. Alors on fait comment pour leur apprendre à gérer tout seuls leurs conflits et nous laisser boire tranquillement notre thé ? Évidemment, la vidéo dure un peu plus longtemps. Il faut aller sur la plateforme Être prof pour avoir la suite et savoir comment on peut boire son thé tranquillement. Vous avez... Sachant que le but, c'est pas de boire son thé tranquillement, c'est le petit teaser vous l'avez compris. pour faire une blague. Mais effectivement, là, pour prendre cet exemple de la gestion des émotions, souvent, on va vouloir, en tant qu'adulte, se mettre entre les deux enfants, alors que tout ce que raconte le tuto, c'est comment l'enseignant peut, avec la communication non violente, permettre aux enfants de résoudre leurs propres conflits et donc être acteur, justement, de la résolution de leurs conflits. Et donc, on retrouve un mot-clé que vous avez cité en parlant des enfants, qui était le mot d'empathie, mais finalement, c'est un petit peu la même chose du côté des enseignants. Oui, c'est effectivement avoir de l'empathie pour le métier qu'ils exercent aujourd'hui, qui est un métier difficile, qui a été beaucoup dévalorisé depuis les hussards noirs, bien sûr, mais depuis de nombreuses années. Et la conviction profonde que 12 millions d'élèves ne pourront pas être bien accompagnés si on ne soigne pas, si on n'accompagne pas bien les enseignants qui sont au quotidien à leur côté. Et donc, c'est vraiment ça l'enjeu d'être prof, c'est de les accompagner, les enseignants, sur la gestion de la classe, sur l'accueil d'un enfant dyslexique, etc. 100 000 enseignants inscrits aujourd'hui sur Être prof, c'est un enseignant sur 8, c'est ça, oui, à peu près. Ça. C'est quand même déjà assez considérable, même si j'imagine que vous voudriez que ça augmente encore. Quelles sont les réactions ? Qu'est-ce que vous avez changé en fait dans votre façon de faire depuis que vous l'avez lancé ? J'imagine que vous les écoutez beaucoup. On travaille beaucoup avec eux. C'est une plateforme par et pour les enseignants. Donc dans l'équipe salariée, il y a déjà beaucoup d'enseignants. On a créé cette plateforme avec Nathalie, notamment, qui est enseignante et directrice d'école. Et on a des centaines de mentors enseignants qui sont en poste et qui animent au quotidien des lives, des webinaires, des classes virtuelles, du mentorat. Et donc c'est une plateforme qui à la fois est une plateforme de contenu, mais aussi d'échange entre pairs. Et ça, c'est absolument fondamental, cette dimension d'horizontalité qui leur permet, en confiance, de dire ce qui va pas, ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement aussi, on en parle juste après la récré, car c'est l'heure de la récré. J'ai annoncé un scoop, Amal. Nous allons répondre à une question essentielle. Oui, c'est ça. Je vous propose de regarder une vidéo d'une professeure des écoles qui demande à ses élèves comment l'homme est apparu sur Terre selon. Et vous allez voir, leur réponse ne manque pas d'imagination. Regardez. Mais comment les hommes et les femmes sont-ils arrivés sur Terre ? Je suis un expert pour ça. Alors,
Tout a commencé. Je n'entends pas, je ne l'entends pas. On a mis un bébé sur terre qui a grandi tout seul sans parents. Après, bien sûr, il a mangé, il a trouvé des fruits par terre. Après, il a grandi, il a construit des robots. On peut évoluer en singe. Les quelque chose à former. Oui, continue mon grand. Continue. C'est extrêmement intéressant, continue. Des robots, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, ils ne marchaient plus à un moment. T'as appris ça où, mon Larbi? C'est mon cousin qui me l'a raconté. Ah oui, d'accord. Un petit bug dans la classe que va corriger immédiatement Amal. Oui, la théorie de Darwin est enseignée dès l'école primaire, puis au collège en cours de SVT. Alors, est-ce que vous savez depuis quand est-ce qu'on enseigne cette théorie? Non. Eh bien, la première fois, c'était en 1925, pas en France, mais aux États-Unis. Un jeune professeur de sciences naturelles, John Thomas Scopes, décide d'enseigner à ses élèves une leçon portant sur la théorie de l'évolution de Charles Darwin, malgré le Butler Act. C'est une loi de l'État du Tennessee qui interdit à tout enseignant d'institution publique d'enseigner une théorie qui nie l'histoire de la création divine de l'homme et qui prétend que l'homme descend d'un ordre inférieur d'animaux. Donc après ça... Il a eu quelques ennuis alors s'il y avait une loi. Exactement, il a eu quelques ennuis. Le professeur est cité à comparaître. Il y a eu un procès qui oppose donc les créationnistes. Ce sont ceux qui pensent que la création de l'homme est d'origine divine et les évolutionnistes qui affirment que les hommes descendent des primates. Donc ça a été un procès très très médiatisé qu'on a appelé le procès du singe. Donc le 21 juillet 1925, Scopes est déclaré coupable et condamné à une amende de $100. Mais l'appel auprès de la Cour suprême du Tennessee va annuler l'amende parce que la sentence avait été décidée par le juge et non par le jury. Le Butler Act demeure quand même actif jusqu'à son annulation le 18 mai 1967. Et il y a toujours un débat farouche aux États-Unis entre créationnistes et évolutionnistes. Débat pas très rassurant d'ailleurs, vu de notre France rationnelle et scientifique. En France d'ailleurs, l'évolution, elle est entrée dans les programmes à quel moment? Dans les années 50. Ça, c'est tardif finalement quand même. C'est ça. L'entrée de Darwin. On voyait, Florence, on voit souvent dans ces récrés des petites vidéos sur les réseaux sociaux, etc. C'est devenu une façon essentielle de communiquer pour les enseignants. Il y a des communautés qui se construisent aussi. Oui, des communautés. Être prof est une communauté d'enseignants. Et par ailleurs, l'idée, c'était de créer la même chose pour les chefs d'établissement scolaires, puisque, en fait, ce qu'on voit, c'est évidemment que les enseignants ont une liberté pédagogique, ont cette capacité pédagogique à faire cours, mais sur l'échelle de l'établissement, celui qui peut vraiment avoir un impact, c'est le chef d'établissement, et notamment pour la régulation du climat d'établissement. Évidemment, il est au premier chef celui qui peut réguler et animer les choses. Et Florence Rizzo est une sorte d'invitée idéale, elle fait les transitions pour moi. Nous allons parler des chefs d'établissement dans quelques secondes, c'est la suite du Grand Oral. Et donc ça s'appelle Manage-Éduc. C'est au cas où j'aurais oublié d'en parler, c'est ça. Vous avez compris qu'il y avait une anti-sèche, mais que l'anti-sèche était passée, donc Amal n'allait plus me sauver. Donc Manage-Éduc. Quelques mots de Manage, enfin plus que quelques mots de Manage-Éduc. En quoi les enseignants, joli lapsus d'ailleurs, les chefs d'établissement ont-ils besoin d'une plateforme? Parce que vous dites que la formation des enseignants est apparemment insuffisante. On aurait pu ajouter d'ailleurs que leur formation continue est également insuffisante. C'est ni vous ni moi qui le disons, c'est dans des rapports très sérieux de l'inspection générale qui emploie parfois des mots beaucoup plus violents que insuffisants d'ailleurs pour le dire. Mais les chefs d'établissement, ils ont quand même plus d'outils à leur disposition en principe. Paradoxalement, pas forcément. C'est-à-dire que, effectivement, le grand sujet, c'est celui de la formation continue, parce que la formation initiale est quand même déjà bien traitée. Mais il faut se dire que tous ces métiers sont des métiers de l'humain. Et quand on est fonctionnaire pour 20, 30, 40 ans, évidemment qu'on a besoin d'actualiser ses connaissances, de se re-questionner sur sa pratique. Et les chefs d'établissement, pour bonne moitié, ils sont anciennement enseignants. Et donc, d'un seul coup, ils sont projetés dans un rôle de management, même si on n'aime pas beaucoup ce mot en France. C'est ce que j'allais dire. Vous avez choisi Manage-Éduc alors que ça hérisse le poil d'un certain nombre d'enseignants, voire de nombre d'enseignants. Oui, mais c'était l'idée d'assumer, en tout cas, une notion de pilotage et de l'humain, en fait, d'accompagnement de l'humain. Parce que, en fait, derrière management, alors on peut avoir des théories de type New Public Management dont il faut s'éloigner et sur lesquelles il faut être extrêmement attentif. Ces théories qui sont nées en Angleterre, en gros, un peu avant Tony Blair, il y a une vingtaine d'années,
et qui sont accusés d'avoir été un prétexte à diminuer les moyens des services publics, en fait. Complètement. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de management, c'est l'idée d'accompagnement des hommes et des femmes qui portent le système. Donc, c'est une notion de ressources humaines, ça aussi, c'est pas très beau, d'accompagnement des talents, en fait, d'accompagnement des hommes et des femmes qui portent ce système d'éducation. Et moi, je crois, et surtout, j'ai beaucoup écouté le terrain et vu que les enseignants, à la fois, bien sûr, ils ont besoin de cette liberté, mais ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés dans l'exercice de leur métier. Donc on boucle la boucle et on a les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement. Florence Rizzo, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous passionner pour les questions d'éducation? Vous avez fait des études extrêmement brillantes, Sciences Po, l'ESSEC, grande école de commerce. C'est peut-être pour ça que vous parlez le langage du management couramment. Pourquoi vous vous intéressez à l'école? C'est une histoire familiale, je dirais. Je suis issue d'une famille de l'Est de la France qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études supérieures. J'y croyais beaucoup en l'école, donc je suis une enfant de l'école publique. J'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle les grandes écoles. Et en même temps, j'ai été frappée de voir la reproduction des inégalités sur les bancs de ces grandes écoles. C'est-à-dire d'être une exception issue du milieu dont vous venez, parmi vos camarades dans les années qui ont suivi, c'est ça? Exactement. Et c'est exactement ce que dit Jean-Paul Delahaye. Je ne peux pas me satisfaire d'être une exception consolante. C'est-à-dire que je n'accepte pas de me dire que je fais partie des quelques pourcents qui font qu'on se dit « Ah bah si, vous regardez, c'est possible ». Bah oui, mais non, en fait. Là, vous allez m'aider parce que je fais tout sans mes notes, mais l'exception consolante, c'est le titre du livre de Jean-Paul Delahaye, ancien inspecteur général et directeur de cabinet à l'Éducation nationale. Il a dirigé toute l'administration scolaire. Voilà, et qui est à la fois une personne assez remarquable, et le livre l'est tout autant, mais je crois qu'il emprunte l'expression à Jean Zay, non, d'exception consolante. Oui, je ne sais plus à qui, mais il l'emprunte à quelqu'un. Il l'emprunte aux années 30 et à l'éducation populaire. Oui, mais voilà, et c'est cette idée qu'on ne peut pas se contenter de dire un tel ou une telle a réussi dans le système actuel. En fait, tant que ça reste une exception, voilà. C'est que ça ne marche pas. Et donc, ça fonctionne pas. Donc notre combat, c'est vraiment d'accompagner celles et ceux qui peuvent porter la réduction de ces inégalités scolaires et en même temps de porter un renouveau de l'école. C'est-à-dire qu'on croit qu'effectivement, il y a eu une sorte de réussite dans la possibilité de massifier l'accès à l'éducation en France. Il va y avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent notamment au baccalauréat puis aux études supérieures. Exactement. Mais les inégalités demeurent. Voilà. Florence Rizzo, merci. On va se retrouver dans quelques instants. Si on a une qui n'a pas besoin de tuto pour la mode, c'est Amal. Donc Amal, vous allez laisser la place à Anne pour que des élèves qui en ont plus besoin que vous puissent suivre le dress code. Et le dress code, c'est avec Anne Tourneux. Anne, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anne, il n'y a pas une seule façon de porter ses vêtements, il y en a plein. Il y en a plein, exactement. Et on va en découvrir. Inutile de savoir coudre. Voilà, il y a plein d'astuces pour... Vous allez faire ma journée, comme disent les Anglais. Oui, je pense que voilà, c'est inspiré de tout ce qui se passe sur TikTok, dont les ados raffolent. Et il redouble de créativité quand il s'agit de reporter des vêtements autrement. Alors moi, j'ai un problème majeur, c'est avec le bas des pantalons. Eh bien, vous allez voir, vous allez apprendre un truc d'enfer. Je pense qu'ils vont lancer en régie. Je vous ai fait une sélection de tutos. Alors, je vous ai fait une sélection de tutos. Regardez ça. Voilà, ça c'est pour ajuster le bas d'un pantalon, le retrousser. Voilà, donc ça c'était la méthode traditionnelle. Et ici, mais ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc là, on vous montre différentes techniques pour justement ajuster le bas d'un pantalon sans créer un maxi revers qui va alourdir la jambe. Voilà. Vous avez donc les ourlets, styliser un t-shirt unisexe. Là, c'est pour le jogging, c'est très important aussi. Le jogging, les enfants, les jeunes, là, c'est moins pour moi. Voilà, donc ajuster pour qu'il arrive à la bonne longueur, parce que ça change toutes les proportions d'un vêtement. Ici, c'est pour styliser un t-shirt. Comment faire d'un t-shirt quelque chose d'extraordinaire, presque une pièce couture. Regardez donc, comment on ajuste. Volumes, ça fait et comme ça valorise la taille. On dirait un top Isabelle Marant. Voilà. Qui a été créé comme ça. On peut même styliser le cardigan de mamie, on peut reprendre le pantalon de papa, on resserre un top, on ajuste un sweatshirt oversize. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Eh bien, elle est en train, elle avait un cardigan oversize et elle est en train de le transformer en un petit crop. Et ça tient. Voilà. Ah oui, parce qu'elle l'a... C'est par le biais des... elle joue avec les boutons. Florence, vous n'hésitez pas, si ça vous inspire, le cardigan. On peut faire une démo, exactement. Vous avez aussi comment resserrer un top. Alors, elle n'a pas tout mis. Ajuster un sweatshirt oversize. Donc, ça veut dire, en gros, dans un dressing, tout est exploitable. Et comme, en fait, les ados sont de plus en plus friands de s'habiller en seconde main, et ils ont bien raison, on peut trouver sur le web le sweat oversize. Donc ça pourrait être un sweat oversize, c'est un sweat trop grand. Exactement.
Voilà, on ne regarde plus les tailles. Yes. On a de quoi adapter pour ne pas créer trop de matière autour de la taille, justement, parce que ça a tendance à ne pas être forcément saillant. Ajuster la taille, celui-ci, je l'adore. Ça, c'est pour tout le monde, parce que c'est bien de choisir aujourd'hui ces jeans un peu plus grands. Donc, voilà, d'aller vers les Levi's vintage et d'ajuster la taille, justement, sans couture, juste avec un petit élastique. Et puis on peut se jouer avec la ceinture aussi. On peut jouer avec la ceinture et c'est un parfait. Alors moi je regarde si jamais elle arrive à passer l'ajustement de la taille du jean. L'ajustement de la taille, je crois qu'on ne la verra pas, mais on pourra mettre des liens. Et puis alors il y a surtout réponse à une question essentielle, comment faire ses lacets? Comment faire ses lacets? On peut styliser aussi sa façon de porter des sneakers. Je sais que vous êtes de plus en plus fan des sneakers. Peut-être qu'on peut réinventer et transformer aussi ces sneakers en utilisant des lacets différents. On appelle ça des fat laces. Voilà. Et il y a différentes façons justement de créer quelque chose de nouveau avec sa sneakers. Ce qui veut aussi dire qu'on n'est pas forcément dans la consommation, y compris quand c'est les soldes ou pas les soldes ou les promos, on a la création, la créativité. Et la créativité. On va sur Internet, il y a plein de tutos. Il y a plein de tutos sur TikTok, sur Pinterest. Moi, de mon côté, je vous ai mis plein de sélections de tips sur le Pinterest Closet Therapy. Et donc, vous allez pouvoir découvrir plein de façons d'utiliser et de transformer vos vêtements avec 3 fois rien, même pas un fil ni une aiguille. Juste un élastique. Un peu d'entraînement quand même. Un peu d'entraînement, vraiment ajustement où vous mettez devant un miroir et vous tentez de préciser vos gestes pour justement transformer la façon, le volume, la forme, la largeur, la longueur. On peut vraiment absolument tout ajuster avec ces tutos super créatifs. Et sans dépenser des fortunes et avoir son propre style. Et avoir son propre style, c'est quand même sympathique. Ouais. Et se faire copain avec les parents, les grands-parents, en customisant tout ça. Voilà, on fait le tour du dressing de toute la famille. C'est du do-it-yourself. On en fait beaucoup aussi dans les écoles primaires notamment. Oui, c'est sûr que le DIY, c'est le quotidien des écoles. DIY, le do-it-yourself. Moi, quand même, dans la chronique d'Anne, je révise mon anglais, mais de folie. C'est vrai, je vous drop tips, des mots, oversize. Non, mais j'ai honte. Mais il ne faut surtout pas. Non, aujourd'hui, il ne faut surtout pas. Ça se dit comme ça. Des mots DIY qui sont rentrés. C'est pas vous, Florence, c'est dans votre équipe. Dans votre team, pardon. Voilà. Et je vous ai interrompu, mais vous disiez que le DIY, c'était quelque chose de fondamental. Bon, en tout cas, je pense que c'est une pratique du quotidien en maternelle, en élémentaire. Enfin, faire avec des bouts de chandelle, des bouts de ficelle, je pense que les enseignants savent faire. Et ça développe une pour le meilleur et pour le norme. Ça développe une créativité hors norme. Merci beaucoup, Anne. Tous ces tutos disponibles donc sur Pinterest. On se retrouvera la semaine prochaine. Florence, d'un mot, vous vous inquiétiez. On va la refaire en direct, vous allez voir. Vous vous inquiétiez. Pas fait mes exercices ce matin. À la rentrée de septembre, les professeurs que vous aviez sondés par l'intermédiaire de l'association se posaient beaucoup de questions face aux décrocheurs, avec les effets de 1 an et demi d'école en pointillé, finalement. Elle était ouverte, mais elle était quand même un peu en pointillé. Comment ça s'est passé, finalement? Comment ça se passe? On est en février. Les enseignants sont toujours assez inquiets en fait, c'est-à-dire ils voient qu'ils perdent des élèves et notamment les plus fragiles. On a beaucoup de remontées des chefs d'établissement en ce sens aussi, et donc il va y avoir un gros sujet à la rentrée 2022 de travailler sur cette reconstruction si on sort enfin de cette crise sanitaire. Quand vous dites ils les perdent, c'est-à-dire les élèves viennent en classe et ils sont perdus ou ils viennent plus? Ils viennent plus, l'école devient en partie optionnelle dans leur tête. Et il y a une grosse perte de motivation, de sens, d'engagement. Et donc c'est ça qui nous inquiète beaucoup, c'est l'augmentation du nombre d'élèves désengagés. Et comment leur redonner du sens, leur redonner envie, ça c'est un gros sujet. Parce qu'on a une peur qui, à mon avis, est en train d'advenir, c'est la génération Covid, c'est-à-dire que cette cohorte-là, on va la retrouver en fait, d'année en année, avec des lacunes. Merci beaucoup, en tout cas, pour les aider. Alors, pour les aider indirectement, êtreprof.fr, ManageEduc, c'est du .fr aussi. Et puis, il y a toujours Bâtisseurs de possibles et de merveilleux projets. Merci beaucoup, Florence Rizzo, d'être venue avec nous sur School TV. C'est la fin de cette quotidienne. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet.